Bonjour Hervé. Bonjour Christophe. Alors aujourd'hui, on va parler éditeur de logiciels. Donc c'est un cas réel, on ne va pas donner le nom, hein, mais c'est un très bel éditeur qui représente en fait une révolution dans son domaine, c'est-à-dire qu'il apporte des gains de productivité, de coûts très élevés. Le problème, c'est qu'en fait cet éditeur commence à avoir de très belles références. Par contre, il n'arrive pas à faire effet boule de neige, c'est-à-dire qu'il n'arrive pas à se faire connaître, et c'est en grande partie parce que son équipe est occupée à vendre. Donc en fait, la question que je me posais, c'est est-ce que Internet, les médias sociaux et tout ce qui tourne autour peut apporter quelque chose d'important à ce cas-là. Donc pour commencer, quels sont les outils que je peux utiliser dans cette configuration? Très bonne question. Oui. J'ai une relation affective très forte avec le domaine des éditeurs de Oui. logiciels, donc je vous donne des conseils, des recommandations Ouais. qui font faire ressortir du vécu. Un éditeur de logiciel, c'est, en France en tout cas, en général, une petite structure, à part quelques cas de mastodontes. Il y a beaucoup d'éditeurs de logiciels qui ont entre 50 et 500 salariés, qui sont extrêmement motivés, qui ont une très forte technicité, qui ont en général d'excellentes références, de très bons clients, qui font de l'innovation, un très bon support d'innovation en France, donc qui ont tous les arguments pour se faire connaître, faire valoir finalement leur technologie et cette capacité à innover et à transformer les organisations. Malheureusement, souvent, chez ces éditeurs de logiciels, eh bien, on va avoir une approche très ingénieur, très technophile, très technologique, on va dire, de la communication, et on ne va pas se poser des questions simples qui sont souvent, lorsqu'on va faire un choix, lorsqu'on va acquérir un logiciel, on a besoin d'avoir un certain nombre de renseignements, on a besoin d'échanger, de communiquer, hein, de discuter avec les commerciaux. Et donc le premier conseil que je vais faire pour ces entreprises, c'est transformer leur site internet pour le rendre social. C'est quoi social? C'est que souvent sur un site internet, ils sont tous construits quasiment de la même manière. On a une petite barre de menu où il y a marqué accueil, c'est un page d'accueil, nos produits, nos services, nos références, nos clients, nous contacter. Nous contacter, c'est un petit formulaire, très bien, mais il n'y a pas de social là-dessus. Le social, c'est la discussion, c'est l'échange. À quel endroit je vais pouvoir poser des questions sur tel ou tel projet qui a été mené chez tel ou tel client? Je suis une grande banque et je suis très intéressé par tel projet mené ou telle technologie qui a livré cet éditeur de logiciel à un de mes concurrents. J'aimerais moi aussi bénéficier de la même technologie. Par quel moyen je vais pouvoir poser des questions sur le site? Par quel moyen je vais pouvoir entamer un dialogue avec les consultants, avec les experts sur le sujet? Donc la première chose à faire, c'est d'introduire du social. La deuxième chose à faire, et peu d'éditeurs logiciels, peu de sociétés technologiques s'en rendent compte, c'est qu'aujourd'hui, pour communiquer, ils utilisent la plupart du temps la presse informatique. On a tous en tête le fameux 01, c'est le canal obligé pour se faire connaître. Mais ils peuvent très bien, en réalité, s'appuyer sur le savoir-faire interne, sur l'expérience interne, pour construire leur propre magazine, leur propre 01 en ligne, qui soit dédié à leur activité, qui ne parle que d'eux, que de leur marque, que de leurs clients, que de leurs produits, que de leur technologie. Alors bien entendu, il faut que ça soit nombriliste aussi. Il faut se rendre compte que ce qui va intéresser les clients et les prospects, c'est pas foncièrement de parler, que cet éditeur parle de lui, mais qu'il montre comment il est capable de résoudre les problèmes que se pose son audience. Et donc, monter un blog, un ou plusieurs blogs, c'est extrêmement judicieux parce que ça permet d'entretenir une relation, de fidéliser les lecteurs du site internet. Ça peut être paradoxal, on ne visite plus un site internet, on va lire le site internet de cette entreprise. Et puis le troisième conseil que je peux donner, c'est que souvent les clients de ces éditeurs de logiciels ont un besoin d'établir des relations sur le long terme. J'ai le souvenir que l'éditeur chez qui j'ai passé pas mal d'années auparavant avait des groupes d'utilisateurs, français, européens, américains. Et bien ces groupes d'utilisateurs, aujourd'hui, ils ont leur pendant, ils existent sur Internet, ils peuvent exister sous forme de forum, sous forme de communauté. Pourquoi ne pas lancer justement des communautés, soit dédiées par métier, soit dédiées par
lignes de produits, soit dédiées par géographie. Il y a plusieurs manières de segmenter ces communautés. Et qui sont des communautés où les clients vont pouvoir s'aider entre eux, discuter, et finalement participer à cet effort pour développer la notoriété de la marque et des produits. Je le redis souvent, il faut transformer ces clients en ambassadeurs de la marque. Il n'y a rien de mieux que lorsque un client pose une question sur une nouvelle technologie et que ce n'est pas vous qui répondez, mais un autre client qui est, par sa connaissance, par son expertise, est capable d'aider d'autres clients qui se posent, qui ont les mêmes soucis et qui ont les mêmes attentes. D'accord. Alors déjà, quel est le coût? Et deuxièmement, il faut faire attention à quoi? C'est-à-dire, quels sont les facteurs critiques de risque, les risques qu'on peut avoir en faisant ça, et les facteurs clés de succès? Les coûts sont relativement modestes pour Oui. la mise en place de ces outils. Il n'y a pas de barrière d'entrée technologique très forte. Le vrai coût est dans l'animation de ces plateformes. D'accord. Entretenir la relation avec ses clients, communiquer de manière régulière, 1, 2, 3, plusieurs articles par semaine. On n'est pas sur un rythme d'un article par mois. Il faut parler le plus souvent possible, entretenir les échanges. On n'est pas obligé de parler que de technologie, on peut parler d'événements, on peut parler de recrutement, on peut parler de grandes tendances dans le métier, de révolution, on peut même parler de ses concurrents parfois. Mais donc le vrai coup, il est dans cette animation régulière, dans cet échange. Entretenir ses yeux, sa bouche et ses oreilles pour continuer à dialoguer avec son écosystème. Les facteurs clés de succès, c'est primordial. L'engagement du management. Une telle expérience ne peut pas se mener sans une implication du top management de l'entreprise. On ne peut pas être présent sur les médias sociaux si le big boss ne se dit pas que c'est primordial pour le développement et pour la croissance de l'entreprise. Et à partir du moment où on aura cet engagement du management, à ce moment-là, les choses se dérouleront correctement parce que derrière, ça s'alignera. Les risques principaux, j'en citerai 3. Le premier, c'est d'avoir une approche très nombriliste. Certaines entreprises qui sont lancées dans ce type d'expérience parlent d'elles-mêmes sans parler de leurs clients. Et ça, c'est un travers dans lequel on peut facilement tomber. Le second, c'est perdre l'enthousiasme du début. On lance son blog, on lance son fil Twitter, et puis au bout d'un moment, on s'essouffle parce qu'on ne sait plus quoi raconter, parce qu'on n'est pas des communicants professionnels, on est avant tout pris par notre métier. Dans ces sociétés de taille humaine en général, eh bien, on travaille à 200% à développer des produits et à les vendre, et on n'a peut-être pas suffisamment de temps à consacrer pour gérer finalement cet aspect social, et l'externalisation est une option qu'il faut souvent envisager. Puis la troisième, eh bien, c'est finalement de se lancer, de ne pas être nombriliste, d'entretenir, mais paradoxalement de faire de la communication à l'ancienne, de faire du communiqué de presse, de tenir une langue de bois. Il faut accepter la critique. Quand on s'expose sur des plateformes sociales, on offre un canal de communication à des clients mécontents, et il faut l'accepter. Parce qu'un client mécontent reste avant tout un client. Et que c'est le devoir de l'éditeur ou de l'entreprise qui a vendu les produits et services en question de retourner la situation pour en faire un client content. Donc il faut accepter de prendre ce risque-là pour réussir finalement à retransformer ce client mécontent en ambassadeur de la marque. Ça demande du travail, ça demande un peu de doigté, mais au final, ça peut être une expérience extrêmement profitable. Très bien. Bien, Hervé, merci beaucoup. Merci Christophe.